Je remercie les organisateurs de cette journée de m'avoir associé pour vous parler du pied diabétique, de la prévention à la prise en charge. Je commence par définir le pied diabétique. En effet, ce terme de pied diabétique désigne l'ensemble des anomalies cliniques trophiques du pied survenant chez une personne diabétique et qui sont directement en rapport avec la maladie diabétique sous-jacente et par ses complications nerveuses, artérielles et ou infectieuses. C'est une pathologie complexe à multiples facettes et c'est une pathologie grave pouvant mettre en jeu le pronostic vital et fonctionnel du patient. Un petit mot pour les données épidémiologiques. 15 à 20% des diabétiques présenteront un pied diabétique au cours de leur vie. L'apparition d'une ulcération va entraîner une surmortalité avec un risque de décès multiplié par 2,4 par rapport à un diabétique indemne de plaie. Une autre complication de l'ulcération, c'est le taux de récidive qui est majoré et la complication ultime, c'est l'amputation. Et on sait que toutes les 30 secondes, on a une amputation d'un membre inférieur à cause du diabète. Ce qui rend le pied diabétique un problème de santé publique, d'où une prudence et une attention particulière doit être dédiée à ce type de complications. J'enchaîne avec la physiopathologie du pied diabétique. En effet, cette complication elle est due à l'intrication de plusieurs mécanismes physiopathologiques. Il y a la neuropathie diabétique, l'artériopathie diabétique et il y a l'infection. À côté de cette triade physiopathologique, on a aussi l'hyperglycémie chronique et l'ancienneté du diabète qui vont participer à l'apparition de cette complication. Je commence par le premier pilier de cette triade physiopathologique qui est la neuropathie diabétique. En effet, c'est une complication qui est contributive dans 80 à 90% des cas. Pour la neuropathie diabétique et par ses trois versants sensitivo-moteur et végétatif, elle va entraîner respectivement une insensibilité du pied, une déformation du pied et une fragilité. Ces trois anomalies, par les microtraumatismes locaux, vont aboutir à l'ulcération neuropathique. De façon beaucoup plus simple ici dans cette diapositive, et si on va reprendre l'histoire clinique et la physiopathologie de l'ulcération d'origine neurologique, vous voyez, ça commence avec l'atrophie des muscles interosseux qui va entraîner une déformation du pied, comme vous voyez ici, avec une hyperpression au niveau de ces zones qui va aboutir à l'hyperkératose, surtout plantaire, et l'hyperkératose par les microtraumatismes répétitifs va entraîner la rupture de la continuité cutanée et l'installation du mal perforant plantaire. Pour le deuxième pilier de cette triade physiopathologique qui est l'artériopathie, c'est une cause contributive dans 15% des cas. Elle est beaucoup plus fréquente, plus précoce, plus sévère, plus distale et plus diffuse que chez les patients non diabétiques. En fait, c'est quoi l'athérosclérose? C'est une plaque d'athérosclérose, comme vous voyez ici en bleu, qui va entraîner une réduction progressive de la lumière et pour pallier aux diminutions du débit sanguin d'aval, il va y avoir une sorte de circulation collatérale. Cette circulation collatérale, elle est malheureusement altérée chez les patients diabétiques. Sur le plan clinique, tout dépend des conséquences sur le débit sanguin d'aval. Si on a un débit conservé, le patient peut être totalement asymptomatique, mais si le patient, le débit il est diminué, à l'effort, il aura les claudications intermittentes et au repos, il y a la complication ultime qui est la nécrose et les gangrènes. Je passe pour le troisième pilier physiopathologique qui est l'infection. On sait tous que le patient diabétique, il a une susceptibilité aux infections. L'infection diabétique elle est généralement polymicrobienne et l'installation de l'infection, c'est un facteur aggravant aussi bien de l'artériopathie, mais aussi de la neuropathie diabétique. De l'autre côté aussi, l'artériopathie et la neuropathie vont aggraver l'infection.
c'est-à-dire l'artériopathie va entraîner un état d'hypoxie cellulaire et par conséquent le développement des infections à germes anaérobiques. Et pour la neuropathie diabétique, elle va entraîner un retard diagnostique de cette infection à cause de l'indolence, c'est-à-dire la disparition des douleurs. Donc, après avoir fait un petit rappel physiopathologique, je vais vous expliquer les particularités cliniques du pied diabétique. Donc, il faut rappeler que l'examen du pied du diabétique, c'est un temps primordial, il est systématique, il doit être complet et on doit préciser à la fois l'état neurologique, l'état vasculaire, l'état infectieux et l'état ostéo-articulaire, puisque souvent l'ulcération est multifactorielle et il y a intrication de tous ces paramètres. Donc, je commence par les signes fonctionnels de la neuropathie diabétique. Donc, le patient, il peut être totalement asymptomatique, mais dans le cas inverse, il peut avoir un éventail de manifestations cliniques qui peut passer de la perte de la sensibilité jusqu'au fourmillement, marche sur du coton, la sensation de chaleur et de brûlure, et parfois il peut y avoir une douleur, parfois paroxystique, qui est exacerbée la nuit. Donc, si le praticien il suspecte une douleur d'origine neuropathique, il peut s'aider du questionnaire DN4. C'est un outil très simple mais très contributif pour le diagnostic positif de la neuropathie diabétique et il est constitué de 4 questions. Donc, si le score il est supérieur ou égal à 4, là, on peut retenir une douleur d'origine neurologique. Donc, à ce niveau, le patient peut être totalement asymptomatique et on peut dire que quand le pied se tait, le patient peut se taire et rendant fondamental la pratique et la réalisation d'un examen physique. Donc, cet examen physique, il doit être complet. On doit examiner les points d'appui, on doit examiner la sensibilité superficielle et profonde et on doit rechercher les réflexes ostéotendineux. Donc, pour l'évaluation de la sensibilité, le clinicien peut s'aider par le test au monofilament. Comme vous voyez ici, c'est le dispositif. Donc, le clinicien va tester 3 régions, la tête du premier métatarsien, la tête du cinquième métatarsien et la tête du gros orteil. Donc, on va faire 3 essais au niveau de chaque site. Si le patient il a 2 erreurs sur 3 sur un site, le patient est à risque d'ulcération asymptomatique par perte de la sensibilité douloureuse. Donc, pour les signes physiques de la neuropathie diabétique, la peau, elle peut être chaude, elle peut être hyperkératosique, comme vous voyez sur les images. On peut y avoir des déformations en griffe ou en marteau. Et pour l'examen des peaux, ils sont amples et bondissants, c'est-à-dire le patient, il a ses peaux et les réflexes ostéotendineux, ils peuvent être abolis par atteinte motrice. Donc, au stade ultime, on peut trouver le mal perforant plantaire. Donc, je passe pour le dépistage du pied ischémique. Là, à l'interrogatoire, on doit chercher la notion de claudication intermittente, qui sont des douleurs qui s'installent lorsque le patient il pratique la marche, donc après un certain périmètre de marche, et qui peuvent disparaître lorsqu'il prend la position de repos. Donc, l'examen clinique, le clinicien, il doit systématiquement palper les peaux au niveau des 4 membres et on peut ausculter les axes vasculaires. Donc, aussi, on peut s'aider si on a le Doppler, donc par la mesure de l'index de pression systolique. Donc, c'est quoi? C'est un rapport entre la pression systolique au niveau des membres inférieurs et les pressions systoliques au niveau des membres supérieurs. Normalement, ces 2 pressions, elles sont égales, mais à l'occasion, il y a une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc, ce rapport, il sera inférieur à 0,9 et on est obligé de demander les codoppler artériels des membres inférieurs pour confirmer l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc, cette diapositive, elle résume l'aspect clinique de la plaie ischémique.
Donc, sur le plan fonctionnel, le patient il peut souffrir de claudication intermittente. À l'examen, les pieds sont froids, dépilés, atrophiques, les ongles sont épicés. Donc, il n'y a pas d'hyperkératose, contrairement à la neuropathie diabétique. La sensibilité et les réflexes sont conservés aussi. Les pouls, ils sont généralement abolis ou amortis. Et le siège, c'est un élément très contributif pour attribuer l'ulcère à son origine artérielle. Généralement, les ulcères d'origine artérielle se trouvent préférentiellement sur les bords du pied ou sur la face dorsale des orteils. Donc, les ulcères ischémiques, un autre critère distinctif, c'est qu'ils sont douloureux, une neuropathie associée. Et au stade ultime, on peut trouver la gangrène. Donc, pour le troisième pilier qui est l'infection, donc en s'aidant des dernières recommandations de l'International Working Group on Diabetic Foods, donc la définition de l'infection elle est basée sur la présence d'au moins 2 signes inflammatoires locaux ou bien sur la présence des signes de la réponse inflammatoire systémique. Donc, j'ai mis la classification de l'infection selon ce groupe de travail sur le pied diabétique et il est classé en 4 grades et ce sont les signes locaux qu'on peut s'aider pour poser le diagnostic de l'infection et vous pouvez consulter toute la classification. Donc, après avoir vu le rappel physiopathologique et clinique, on va finir avec la prévention et le traitement du pied diabétique. Donc, pour la prévention, l'élément primordial pour améliorer et ralentir ou bien faire disparaître l'apparition de ce pied diabétique, c'est l'obtention d'un équilibre glycémique optimal qui est le seul moyen validé actuellement pour prévenir l'apparition de la neuropathie ou d'en ralentir l'évolution. Aussi, et pour prévenir l'artériopathie, donc il faut lutter contre les facteurs associés de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire le tabac, la dyslipidémie et l'HTA. Donc également, il faut définir les patients à risque podologique. Donc, et il y a toute une évaluation et une classification du niveau de risque lésionnel selon l'International Working Group on Diabetic Food. Donc, cette classification, elle se base sur la présence ou pas de la neuropathie diabétique, de l'artériopathie diabétique, la présence ou pas ou bien l'antécédent d'ulcération et ou d'amputation. Donc, cette classification, elle va nous permettre de préciser le rythme de surveillance et le risque de lésion. Donc, selon le risque, la surveillance, si le risque il est majoré, donc la surveillance, comme vous voyez ici, elle sera plus rapprochée. Donc, cette classification également, elle va nous dicter les modalités de prise en charge de l'ulcère du membre inférieur. Donc, également, il pensait et toute une éducation thérapeutique qu'il faut faire pour le patient diabétique pour prévenir l'installation de l'ulcération du pied diabétique et toutes ces mesures, elles vont être détaillées tout à l'heure avec l'éducatrice des laboratoires Novo Nordisk. Donc, on passe à la prise en charge d'une plaie du pied diabétique proprement dite. Donc là, et selon toutes les recommandations, et là j'ai pris le référentiel de la Société française de diabétologie, donc le traitement d'une plaie du pied diabétique, il y a le volet de traitement local et général, il y a la mise en décharge qui est obligatoire et incontournable, et il y a l'éducation thérapeutique. Donc, et d'ailleurs, une prise en charge multidisciplinaire. Donc, il est une prise en charge, je vais prendre mon pointeur, donc une prise en charge multidisciplinaire, elle est importante puisqu'elle permet une diminution de la complication ultime qui est l'amputation du membre inférieur. Donc, je passe et je commence par l'élément le plus important de la prise en charge d'une plaie du pied diabétique. C'est une étape, la décharge est une étape incontournable. Elle permet de mieux cicatriser la plaie et de façon plus rapide. Donc ici, il y a différents moyens de décharge.
on peut s'aider de l'alitement, on peut s'aider par les béquilles ambulatoires ou bien les fauteuils roulants. Il y a des chaussures adaptées pour la décharge selon la position des pieds. Ici, par exemple, les chaussures de décharge, si la plaie elle est localisée dans la partie antérieure du pied, dans l'avant-pied. Et ici, si la décharge, on a besoin de décharger l'arrière-pied. Donc, on peut dire que la décharge elle est primordiale, fondamentale, et une plaie non mise en décharge est une plaie non traitée. Donc, pour les soins locaux et la détertion ou bien débridement, donc pour le but de la détertion, c'est d'enlever la nécrose et la fibrine, et c'est un élément essentiel pour la cicatrisation de la plaie, mais il faut faire attention, surtout s'il y a une plaie avec une composante ischémique. Là, toujours, il faut prendre l'avis d'un spécialiste, d'un chirurgien, avant de faire cette détertion. Donc, je passe pour les pansements. Donc, les pansements, avant de faire le pansement, il faut bien évidemment nettoyer la plaie et il est recommandé de faire le nettoyage avec le sérum physiologique. Pour les pansements, il faut les changer tous les jours ou bien tous les 2 jours en fonction de l'évolution de la plaie pour une surveillance étroite. Et comment choisir le pansement? C'est en fonction du stade de la plaie, de l'évolution des exsudats et de la présence ou pas de l'infection. Donc, on sait qu'il y a des progrès technologiques et il y a l'apparition de nouveaux pansements. On peut les classer en 3 grandes catégories. Il y a les pansements qui permettent de garder de l'eau tout en absorbant une partie de l'exsudat, ce sont les hydrocolloïdes. Il y a ceux qui vont apporter de l'eau, ce sont les hydrogels, et il y a d'autres qui vont absorber l'eau, ce sont les alginates de calcium, les hydrofibres et les hydrocellulaires. Donc, et vous voyez dans cette diapositive que selon la présence ou pas de l'exsudat, je peux choisir le pansement approprié. Je vous donne l'exemple en cas de plaie sèche. Donc là, il faut utiliser les hydrogels. Si la plaie, par exemple, elle est exsudative, je peux utiliser les hydrocellulaires. Donc, en cas d'odeur, il est recommandé d'utiliser les pansements avec du charbon pour neutraliser l'odeur. Donc, le principe pour le pansement, c'est de maintenir un milieu humide pour favoriser la cicatrisation de la plaie, et il faut garder ces 3 réflexes. Si je suis face à une plaie sèche, là, il faut humidifier. Si la plaie elle est exsudative, il faut absorber l'exsudat. Et si la plaie elle est odorante, il faut utiliser le charbon pour neutraliser l'odeur. Donc aussi, pour la technique de fermeture du pansement, il faut proscrire les pansements très adhésifs. Le pansement, il doit être large et peu compressif pour éviter l'effet garrot. Chose aussi primordiale, il faut éviter l'utilisation des antiseptiques au long cours. Et aussi, il faut proscrire l'utilisation des antibiotiques topiques, c'est-à-dire l'utilisation d'antibiotiques sur la plaie. Donc, pour le traitement général, donc, il faut obtenir un équilibre glycémique optimal. On peut recourir à l'insulinothérapie pour obtenir un équilibre glycémique parfait. C'est le seul garant pour retarder l'installation de la neuropathie et pour améliorer, si la plaie elle est déjà installée, améliorer le processus de cicatrisation et le favoriser. Donc, on doit assurer également un apport nutritionnel adéquat. On doit toujours vérifier le statut vaccinal du patient. On doit recommander la vaccination antitétanique. Donc, pour l'antibiothérapie, je n'ai pas assez de temps pour détailler, mais pour l'antibiothérapie générale, on doit l'utiliser uniquement si on a retenu le diagnostic d'infection. Donc, il est déconseillé de faire des prélèvements bactériologiques en l'absence de suspicion clinique d'infection, c'est-à-dire il ne faut pas faire des prélèvements lorsque je ne retiens pas le diagnostic d'infection. Et il ne faut pas traiter une plaie propre par les antibiotiques pour prévenir l'apparition d'une infection. Donc, cette conduite, elle ne fait que favoriser l'apparition de germes résistants. Donc, antibiotiques et prélèvements
uniquement si le diagnostic d'infection est porté pour bien isoler le germe et pour traiter de façon adéquate l'infection. Donc, il ne faut pas oublier la prise en charge psychologique du patient. Donc, en conclusion, je dirais que le pied diabétique, c'est une pathologie complexe et grave du diabète. Elle nécessite une prise en charge multidisciplinaire et urgente. Donc, différents progrès technologiques ont vu le jour. Il y a le développement des pansements actifs. Il y a l'apparition de différents modes de décharge selon la localisation de la plaie. Et le meilleur traitement, ça reste toujours la prévention. Donc, la démarche de prévention, elle s'appuie sur l'examen des pieds pour le dépistage des plaies ou d'anomalies prélésionnelles et surtout pour identifier les plaies les patients à haut risque de plaies. Ça reste le seul moyen pour prévenir l'apparition du pied diabétique. Donc, le podologue, la prise en charge, comme j'ai dit, elle est multidisciplinaire et le podologue a une place primordiale, essentielle dans l'approche préventive. Donc, merci pour votre attention et j'attends vos questions à la fin de la session.